Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés. La dernière fois, j'avais commencé un truc que je n'avais pas terminé sur cette chaîne-là. Beaucoup de gens m'ont dit, où est la partie 2, sœur? Moi, je ne savais même pas qu'un truc comme ça allait vous intéresser. Donc aujourd'hui, je suis venue pour terminer la vidéo sur Mamadou Traoré, surnommé le tueur à main nue. Je vous avais dit qu'il avait commis 6 crimes et que parmi un de ces crimes, il y aura le dernier qui va créer un déclic et qui va entraîner sa chute. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous raconter d'abord le crime de trop et ensuite parler de son procès et de sa condamnation. So, let's go to the video. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas cette chaîne, je suis Dan Christie. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaira. Enfin, est-ce qu'on dit ça? Si la vidéo va vous plaire. Nous sommes le 30 octobre 1996. Laurence Aymieux, femme âgée de 35 ans, se tenait dans le deuxième sous-sol du parking de son immeuble, là où notre criminel Mamadou Traoré rôdait. Elle avait fini de garer sa voiture et elle sortait de sa voiture tranquillement quand elle l'a vu. Quand elle l'a vu, elle s'est mise à crier. Bon, dans ce cas-là, si toi, tu es doté de mauvaises intentions et que tu vois quelqu'un qui t'a vu, tu as deux possibilités. Soit tu t'enfuis, soit tu termines la personne qui t'a vu et là, tu fais ce que tu as à faire avant de t'enfuir. Notre criminel a choisi les deux possibilités. Quand il l'a vu crier, a pris peur et l'a donné un coup de poing. Lorsqu'il a donné un coup de poing, il s'est enfui. Mais je ne sais pas ce qui a tiqué dans la tête du monsieur. Il a dit non, attends, refaisons marche arrière. Il est revenu en arrière, a pris la dame, l'a traînée sur 125 mètres, l'a frappée, a procédé à des attouchements sexuels sur elle et l'a laissée là à moitié nue. La dame a été retrouvée le lendemain à 8 h du matin par son voisin et le gardien de lit. C'est ce crime sur Laurence Aymieux qui va entraîner la chute de Mamadou Traoré. Parce que vous savez, la dame là, elle est chef du cabinet du ministère de l'aménagement territorial. Elle travaille sous la direction du ministre de l'aménagement territorial. C'est une répétition, oui, je sais. Jean-Claude Gaudin. Et l'endroit où ce monsieur aussi s'est décidé de faire son crime, cet immeuble était habité par l'ancien patron de la crime. Donc, Mamadou Traoré avait à sa trousse le gouvernement et toute la police criminelle. Chapeau. Alors, sur la scène de son dernier crime, qu'est-ce qu'on retrouve? Des chaussures, des empreintes, des taches de sang et une carte de visite sur laquelle il y a un cheveu, du coup de l'ADN. Et on se met également à interroger les personnes aux alentours. Sur 100 personnes interrogées, un témoignage va vraiment apporter une grande lumière à l'enquête. Il s'agit du témoignage de la voisine Annie. En effet, le jour du crime de ce monsieur, vers 20 h, elle avait remarqué, d'après ses dires, un grand homme noir d'1,80 m qui rôdait autour du parking. Quand elle l'a vu, elle a commencé à dire « Oui, c'est vous les jeunes, vous venez vous foutre du bordel et tout et tout ». Le mec s'est arrêté, l'a juste fixé. Quand il l'a fixé, je pense qu'il était prêt à agir et de là venait une autre voiture qui, bon, peut-être il voulait se garer ou un truc du genre. Et dès que le monsieur qu'elle a vu a remarqué cette voiture, il s'est enfui.
Enfin, il s'est enfui, il est remonté dans sa voiture à lui et il est parti. Quand elle l'a vu, elle l'a décrit comme un jeune homme noir de la vingtaine qui portait un pull aviateur bordé de fourrure blanche. Enfin, doublé de fourrure blanche. Vous verrez sur les photos. En même temps, les passagers de la voiture qui étaient venus et qui avaient fait en sorte que le monsieur là s'enfuit avaient aussi fait un témoignage similaire. C'est-à-dire, il avait décrit comme un jeune homme d'1,80 m de teint foncé et qui portait un pull aviateur doublé de fourrure blanche au niveau du col et du reste. Les photos. C'est à partir de là qu'on a pu établir 3 portraits robots. C'est vrai, les 3 portraits robots ne se ressemblaient pas vraiment, mais ça permettait quand même d'avoir une certaine idée sur le type de monsieur qu'on devait arrêter. Alors nous sommes le 17 décembre. 3 gardiens de la paix étaient en train de patrouiller au niveau du 15e arrondissement. Quand apparaît un homme qui correspondait trait pour trait au portrait robot de Annie. 1,80 m comme je vous l'ai dit, teint foncé et le manteau aviateur. Blouson cuir café. C'était la sape de l'époque. Le monsieur, lorsqu'on l'a interpellé, n'a opposé aucune résistance, comme s'il s'attendait à ce qu'on l'arrête. Du coup, on le passe les menottes et vite fait, bien fait, on l'amène au poste. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les films criminels, mais c'est comme ça se passe aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire, on les amène dans une salle isolée du reste du poste et cette salle est séparée du poste par une vitrine. La vitrine, les personnes qui sont à l'intérieur de la salle n'arrivent pas à voir les personnes qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, il y a une vitre qui les sépare. Et du coup, le témoin maintenant vient et identifie la personne. C'est ce que Anne a fait. Elle est arrivée dans le poste et directement, elle a dit je pense que c'est lui. C'est ce monsieur en fait. C'est lui, oui. C'est lui que j'ai vu le jour-là à 20 h. C'est peut-être que lui. Alors, directement, quand on l'a identifié, le patron de la crime prend son dossier. Il se rend compte que effectivement ce monsieur a déjà passé assez douteux. Il a déjà eu 3 condamnations et est en train de vivre en conditionnel sans avoir respecté le contrôle judiciaire. Donc c'est un suspect à surveiller de près. Alors en ce moment on le met en garde à vue et on procède à l'interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, bon, le monsieur il n'est pas très coopérant, mais quand même il arrive à donner son adresse. En effet, oui, j'aime bien ce mot. Le monsieur habite en rue Gandon. Rue Gandon, proche de la zone où Nelly Bertrand a été assassinée. Alors, sur la scène de Nelly Bertrand, on avait ramassé quelques empreintes et des ADN, enfin de l'ADN. Du coup, on s'est dit, bon, ce monsieur-là, si on l'interroge, il ne va pas répondre. Procédons juste à un test ADN. Oui, je répète beaucoup de mots. Quand on a fait ce test en question, ça matchait à 99,99%. Enfin, ça matchait à 100%. Les empreintes aussi, pareil. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Alors, quand on lui pose la question, attends, ton empreinte, ça correspond, ton ADN aussi, ça correspond à quel niveau? Il dit que non, au fait, moi j'ai l'habitude de vendre du shit au niveau des immeubles, dans le hall. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse trouver mes empreintes et aussi mon ADN. Et c'est là le patron de la police lui dit, ok, on a trouvé tes empreintes et ton ADN au niveau de l'immeuble lui-même. Quelqu'un qui vend, en fait, au niveau du hall, qu'est-ce que tes empreintes vont faire dans l'immeuble lui-même? Quand on lui a posé la question, c'est là que le monsieur passe directement aux aveux après un grand silence de mort. Il dit, bon, ok, Nelly Bertrand, c'était moi, wesh. La veille, je l'avais, oui, j'aime bien faire wesh. Je l'avais rencontrée et tout, elle était une très belle femme, tout ça. Elle m'a souri, je l'ai souri. J'ai décidé de la raccompagner, elle a accepté, on a parlé de musique tout au long. Donc, on s'est séparés avec la bise. Je me suis dit, j'avais mes chances. Malheureusement, le lendemain, enfin, c'est ce qu'il raconte, hein, c'est ce qu'il a dit et moi, je reporte.
Le lendemain, je l'ai vue à la même heure, mais quand j'ai essayé de me rapprocher d'elle, elle a dit « Oh, vas-y, tu me gênes ». C'est pour ça, les filles, il faut faire très attention aux gars à qui vous parlez dans la rue. Ne souriez pas à tout le monde et aussi essayez de les repousser de façon plus polie parce que souvent aussi, on ne sait jamais. Donc, il a dit « Ah, comment ça se fait que la veille, tu as accepté mes avances et aujourd'hui, tu fais genre ». Du coup, ça l'a énervé et pris d'une violente colère, il lui donne un coup de poing. Quand il lui donne un coup de poing, la dame crie. C'est là, il lui donne un autre coup de poing et elle s'évanouit. Il attire jusqu'à son immeuble et quand il attire jusqu'à son immeuble, vous savez ce qui s'est passé. Frappe, violence et mort. Quand il parle aux enquêteurs et tout, il dit que non, en fait, comme moi je l'ai laissée là-bas, elle se portait très bien. Donc voilà, j'ai essayé de lui faire des attouchements, mais j'ai été dégoûtée par mon acte et je l'ai laissée comme ça. Mais elle était vivante, c'est ce qu'il a dit. Ok, c'est bon, il a avoué pour Nelly Bertrand. Il reste Laurence Eymieux. Parce que sur la scène de crime de Laurence Eymieux, on a remarqué aussi des ADN, des empreintes, mais ça matchait. Pourquoi est-ce que le monsieur ne voulait pas avouer? De là, le patron de la crime, enfin le patron de l'enquête, il a commencé à dépouiller son dossier et il a vu que le monsieur avait une relation particulière avec sa mère. Du coup, il a fait venir cette dernière pour s'entretenir avec son fils. Quand les deux se sont entretenus quelques minutes, juste après, le gars, il avoue tout. Sûrement la mère lui a dit « Hé, toi là, Damala, il dort. » Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Mais en vrai, il y a eu quand même quelque chose entre lui et sa mère pour qu'il avoue tout. Alors, d'après ses dires, ce dernier était caché au niveau du deuxième sous-sol. Du coup, il s'apprêtait à dépouiller quelqu'un. Et il a vu Laurence Eymieux arriver. Comme je vous ai dit, il y a deux possibilités, mais ce monsieur a choisi les deux en même temps. Du coup, ce qui s'est passé se passa. Coup de poing, elle a voulu crier. Et encore, il a donné un autre coup de poing pour la faire taire. Après, il dit qu'il ne sait pas, il était pris d'une pulsion. Et c'est de là qu'il est parti terminer le travail. L'a frappé, procéder à des attouchements sexuels. Mais selon lui, il a dit qu'elle était trop couverte de sang. Donc, il s'est arrêté dans son élan et s'est enfui. Voilà pourquoi on avait retrouvé Laurence Eymieux en sang, à moitié dévêtue, vers l'entrée des escaliers de son immeuble. Alors, après tous ces aveux, le patron qui était chargé de l'enquête s'est dit non. Le monsieur là, il n'est pas clair. Du coup, il est parti chercher toutes les affaires irrésolues à cette époque-là pour voir si est-ce qu'il n'était pas aussi incriminé dans certaines choses. Et voilà qu'il y a 3 dossiers sur lesquels ne faussons pas le français, sur lesquels son ADN matchait à 100%. On s'est dit non, là on a affaire à un tueur en série. La jeune fille de 11 ans qui a été agressée chez elle, c'était lui. Francine Sarré, c'était lui. Marie-Astrid Claire, c'était lui. On avait affaire non seulement à un tueur en série, et aussi à un violeur. Du coup, on procède à l'arrestation de Mamadou Traoré. Et le 7 février 2000 va se dérouler son procès. Au cours de son procès, un expert psychiatrique va dire non, ce monsieur, avec tout le parcours qu'il a eu, tout ce qu'il a eu à faire comme délinquance et tout, le fait qu'il a eu le sida, nanani nanana, il a qualifié ses crimes de matricide déplacé. Qu'est-ce que c'est que le matricide déplacé? Le matricide déplacé, en réalité, c'est le fait que le tueur veut tuer sa mère, mais vu qu'il ne peut pas le faire parce que voilà, c'est sa mère, il préfère le faire au niveau des femmes qu'il agresse. Du coup, tuer, violenter, kidnapper, c'est en gros ce que c'est que le matricide déplacé. Alors, pour défendre sa cause, Mamadou Traoré, quant à lui, qu'on trouvait vraiment très arrogant. Moi, j'étais pas là au procès, mais à ce qui paraît, le monsieur était très arrogant. Il niait toutes les accusations. Pour lui, en fait, tous les crimes qu'il a eu à faire, c'était parce qu'il a été marabouté dans son enfance. Ouais, beaucoup se sont dit. Pour lui, il tenait vraiment à ce que le plaidoyer même de son avocat
porte sur la sorcellerie. Et c'est ce que son avocat avait fait, parce que dans ça là, tu vas défendre comment? Donc il a dit non, que lui il a grandi dans un milieu fait de sorcellerie, de vaudou. Bon, je vous ai expliqué un peu son parcours quand il était petit, qu'en réalité il est né mort, mais en fait avec les rites que sa mère a fait, voilà, il est revenu à la vie. Donc du coup ils ont essayé de beaucoup plaider là-dessus. Il était possédé par un esprit qui l'a poussé à faire ci, à faire ça. Donc vous-même vous savez, c'est pas très solide comme voilà, comme défense. Alors le monsieur a été condamné à prison à perpétuité le 23 février 2000, associé à une peine de sûreté de 20 ans. En gros, pendant 20 ans, il n'a aucune possibilité de remise de peine. À ce qu'il paraît, pendant qu'il était en prison, il était mêlé à de nombreuses agressions de co-détenus, à des agressions même de gardiens, etc. Il a fait même des allers-retours, prison, hôpital psychiatrique. Vous-même, vous voyez un peu à quel point le monsieur était assez dérangé. Même pendant le procès, sa mère a dit, enfin, l'a qualifié de enfant du démon. Bon, vous-même, vous savez, pour ceux qui me suivent en Afrique, qui viennent du même milieu que moi, on peut te traiter d'enfant de démon n'importe comment. Hein. Ça dépend de la bêtise que tu as fait. La dernière fois, même, on m'a traité de shaitan à la maison. Ben, c'était par rapport à la bêtise. On peut prendre ça aussi au premier degré parce que, voilà, avec les rites que sa mère a fait pendant la naissance de l'enfant, c'est aussi à considérer. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, selon moi, oui, c'est une tautologie que je regrette déjà. On peut croire peut-être à cette histoire de sorcellerie là à 40%, dû au milieu d'où je viens. Mais à 60%, moi je pense que c'est des problèmes mentaux. Parce qu'avec tout ce qu'il a eu à vivre là, mon frère, pour être stable mentalement, quand tu vas grandir, c'est un peu compliqué. Vous pouvez aussi en même temps liker la vidéo, ajouter un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, activer la cloche de notification, partager même, ça fait plaisir. J'aurai encore d'autres histoires comme ça à vous raconter, enfin d'autres faits comme ça à vous raconter. Restez branchés parce que ça commence à être un peu plus intéressant. Je vais arrêter mes pauses de longue durée parce que maintenant j'ai le matériel. Je n'ai plus de motif vraiment de m'arrêter de faire des vidéos. Donc, ce qui va sur cette chaîne, ça sera du lourd. Ah oui, je profite pour vous dire d'aller visiter ma page Instagram Dame Christy. Oui, on fait des photos de temps en temps. Et aussi la page Instagram de ma boutique Christy's Jewelry. Vous allez trouver de bonnes choses. Il y a un nouveau packaging, c'est frais même. Je vais faire aussi une vidéo pour vous présenter un peu ma petite affaire pour que, voilà, gagner plus de clients. C'est très 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 important. Même ce collier là, ça vient de chez moi. Les boucles d'oreilles aussi, ça clinque quoi. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là et bisous bisous.